Bonjour Romain. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. À Barcelone sous le soleil. Voilà. Bah écoute, je suis très content de t'en retrouver car ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Effectivement, voilà. C'est bien vrai, j'avoue. Donc là on se retrouve juste devant le bâtiment duquel tu viens de sortir, qui est ton dernier travail. Actuel, oui. Voilà, donc nous sommes dans le quartier de Las Glorias. Exactement, exactement. À savoir que aucun autre bâtiment n'existait il y a une vingtaine d'années, mais c'est une autre histoire. Nous aurons l'occasion de le raconter un petit peu plus tard. Donc c'est un quartier que tu connais relativement bien puisque tu as déjà travaillé. Ouais, c'est également le quartier où je vis depuis une quinzaine d'années. Voilà, on rencontre également. Donc je disais que j'étais très content de te retrouver parce que bon, on ne va pas se le cacher, on se connaît un petit peu. Oui, un petit peu quand même. Voilà, on a eu travaillé quelques temps. Une certaine complicité, un lien s'est créé, bien malgré nous. Intime presque, on n'ira pas jusque là. Donc effectivement on se connaît un petit peu, mais tu as un profil que moi je trouve intéressant pour la chaîne. D'accord. Un petit peu atypique parce que tu es quelqu'un qui est très consensuel, en étant quelqu'un qui néanmoins a su garder une certaine personnalité. Ouais, c'est cool. Et surtout le point qui est plus intéressant par rapport à ce nouveau format qu'on va inaugurer au travers de cette vidéo dans la chaîne, c'est qu'en fait tu es quelqu'un qui vit ici en Espagne depuis un certain temps. Exactement. Et pour toutes les personnes qui suivent effectivement les vidéos de cette chaîne-là, qui sont désireuses de venir passer quelques temps ou s'installer en Espagne, avoir des retours, des expériences de personnes comme toi qui connaissent relativement bien l'Espagne et qui, j'ai envie de dire, ont presque la double nationalité, si ce n'est le cas. Bientôt, cette année. Cette année, voilà, ouais. donc on en parlera un petit peu après. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui peut être effectivement très instructif pour les gens qui nous suivent. En espérant qu'effectivement l'expérience que j'ai pu avoir de mon côté puisse servir en bien et en mal, justement quelques erreurs à éviter ou des bons plans à donner. Un plaisir, ce sera un plaisir sincèrement. Bon, on va en discuter. Je te propose qu'on aille s'asseoir autour d'un café, d'un verre. Parfait. Je te suis parce que tu connais beaucoup mieux le quartier que moi. Allons-y. Et on se retrouve tout de suite. Allez, ça marche. Alors Romain, nous revoilà. Nous revoilà. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on est positionné là? Alors, nous sommes concrètement sur la Rambla del Poblano, donc dans le quartier de Poblano. Nous ne sommes pas vraiment loin de où nous nous sommes rencontrés tout à l'heure au niveau des immeubles, au niveau du travail. C'est un quartier où il fait vraiment bon vivre. Vous pouvez constater éventuellement le passage des gens, il fait beau à cette heure-ci. Ouais, on a de la chance, là il est quoi? Il est 7h30. 7h30, bouche courte, profitez-en. Alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui on est exactement le 30 juin 2022, si je ne m'abuse. Ça permet un petit peu de fixer le cadre, notamment pour les gens qui verraient cette vidéo dans quelques mois, peut-être dans 2-3 ans, qui sait. Et effectivement, derrière nous, ici à cet endroit-là, on voit les passants. Effectivement. Et donc c'est une grande avenue qui monte et qui descend jusqu'à la plage. La vie est dure à Barcelone, il y a une plage. Alors pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc moi effectivement je lance cette chaîne depuis peu de temps. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait déjà à peu près 5 ans que je suis en Espagne, que j'y viens très régulièrement ces derniers temps parce que je suis aussi entre l'Espagne et la France. Mais toi, particularité qui m'intéressait, enfin deux particularités en fait qui m'intéressent chez toi. La première, c'est que tu es chauve. Oui. Au cas où les gens n'auraient pas remarqué. Oui. Oui. On ne sait pas si tu es un vrai chauve ou un faux chauve. Non, je suis chauve depuis plus d'années. J'ai eu plus d'années sans cheveux que d'années avec des cheveux, donc voilà. La réflexion est faite. Donc tu sais quand même ce que ça signifie de porter des cheveux. Tout à fait, je les ai eu très longs et très beaux, très soyeux. Voilà. Et deuxième particularité, c'est qu'en fait ça fait relativement longtemps que tu es ici en Espagne. Effectivement, je suis arrivé il y a 20 ans, en 2002. Le 6 janvier 2002 pour être concret. 6 janvier 2002, tu t'en rappelles encore? Oui, je m'en rappelle. Ici, en Espagne, ça correspond au jour des rois, Reyes. Donc c'était un jour férié, effectivement, très tranquille et l'aventure a commencé ce jour-là. Je ne savais pas où allait me mener l'aventure et je ne sais toujours pas. On va en parler justement. Donc, si je résume, tu me dis que ça fait 20 ans que tu es là. Effectivement. On peut dire ton âge ou pas? Oui, bien sûr. 42, d'ici 2 mois, 43 ans. Bien porté et bien portant. Ok, pas bien. Merci. Donc du coup, c'est vrai que ça fait, t'as passé la moitié de ta vie en Espagne. Exactement. Je suis français de culture, d'origine. Maintenant, après 20 ans passés dans un autre pays,
je me sens effectivement riche d'une double culture. Ça, c'est évident. Je ne peux pas et je ne veux pas le nier. Donc tu considères que tu as une double identité? C'est une double culture. Oui. Peut-on associer une identité à une culture? Oui, dans ce cas-là, oui. Pour aller dans ton sens, Jackie, tout à fait. J'ai une double identité. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Au niveau culturel, je considère avoir deux cultures et que mon moi actuel est justement fruit de ce mélange de cultures. C'est exotique. C'est d'autant plus intéressant effectivement que je pense que tu es une personne qui va nous permettre de nous donner son point de vue sur ce que tu as déjà vécu ici, ce que tu as connu ici, ce que tu continues de connaître et que tu peux comparer par rapport à ce que tu as connu auparavant en France. Et bien entendu, tu restes aussi en contact permanent avec la France. Effectivement, ne serait-ce que de par, j'imagine, ta famille. Tout à fait, la famille. Relations. Basiquement la famille, effectivement. C'est vrai qu'après tant d'années, la France, je ne peux pas dire que j'ai oublié la France, hein. Je pense qu'on n'oublie pas le pays. C'est pas juste de mon enfance, j'y étais jusqu'à 22 ans. Mais malgré tout, elle ne me manque pas, d'une certaine manière. Je pense avoir trouvé effectivement mon lieu de résidence. Je pense il y a ici un proverbe qui dit on est de là où on se sent bien en fait, et je crois que c'est le cas, en tout cas pour moi ici à Barcelone. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a eu énormément de changements, il y a eu une évolution, positive, négative, chacun jugera. De Barcelone même, tu veux dire? Barcelone même peut-être au niveau de la mentalité des gens. Bon, de toute façon, au niveau tourisme, ça s'est énormément développé, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est évident. Mais oui, effectivement, en 20 ans, il est tout à fait normal qu'une grande ville se développe, sinon il y aurait un souci quelque part. Maintenant, comme je dis, c'est au bout de chacun. Au bout de chacun. Alors, ce que je te propose, c'est que je te pose quelques questions qui sont ici sur mobile, parce qu'on n'a plus le temps de les imprimer. Effectivement. Donc je vais les lire. Enfin, du moins, je vais essayer quand même d'être un minimum naturel. Mais si vous me voyez pencher le regard vers le bas, c'est que je lis les questions, parce que bien entendu, je ne me rappelle pas de toutes les questions. Et tu y répondras avec, bien entendu, des réponses qui sont les tiennes, avec plaisir, j'espère, et qui correspondent à ce que toi, déjà, tu as pu vivre ici. Ok. D'accord. Donc le but de tout ça, en fait, c'est de donner certains éléments de réponse aux personnes qui seraient intéressées par le fait de venir en Espagne pour y travailler, pour étudier, voire pour s'y installer, notamment, je pense, aux retraités, ou pour les personnes qui, elles, sont encore en pleine possession de leurs moyens, dans la force de l'âge, et qui peut-être, pour des raisons qui leur sont personnelles, qui sont particulières, veulent tenter l'aventure espagnole. Et justement, au travers des réponses que tu vas nous fournir, peut-être qu'elles se reconnaîtront, ou au contraire, peut-être qu'elles se diront que justement ce n'est pas du tout fait pour elles. Ah oui, ok. Oui, tout à fait. Alors, première question, toute bête. Donc, tu nous as dit que tu venais de France. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'où tu viens? Tu nous as donné ton âge, où tu es originaire, qu'est-ce qui te caractérise, quelles sont tes passions, ce que tu aimes, ce que tu aimes dans la vie. Tout à fait. Alors, à la base, je suis brestois, de Brest, je viens de Bretagne, un fier breton, têtu comme un breton, ça, les choses ne changent pas. C'est toi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis, et très très fièrement. Effectivement, que dire, mais qu'est-ce qui me caractérise? Quel est ton moteur, tes passions? Déjà la joie de vivre. J'essaie d'apprécier vraiment le côté simple de la vie. Je pense qu'à 20 ans, on veut manger le monde. Ouais. À 30 ans, on se rend compte que finalement, on n'avait peut-être pas les dents assez solides. Et à 40 ans, finalement, on part sur une autre base, de peut-être prendre la vie un petit peu plus relax. Après, effectivement, je parle pour moi, je suis dans un cadre idéal justement pour cette vie un petit peu plus relax. L'ambiance est idéale. Que dire Pourquoi idéal? Par rapport à ce que je recherche, moi ici, il y a une certaine diversité dans cette ville. Alors ça, c'est évidemment indéniable. La diversité, effectivement, ici. En même temps, la possibilité de se retrouver seul, si tu le souhaites. Tu peux parfaitement t'isoler ici à Barcelone. Tu n'es pas toujours au milieu de la foule. Donc tu peux malgré tout te sentir perdu
parmi la foule? Je pense que c'est Enfin, au pas milieu de la perdu, mais non, isolé. mais c'est une très bonne réflexion parce que c'est normalement au milieu de la foule qu'on se sent le plus seul. Mais parfois, Finalement, on est isolé, mais oui, tout à fait. Il y a, c'est bon dans ton sens, oui. je pense qu'il y en a pour tous les goûts ici. D'accord, il y a une variété, une diversité qui sont incroyables. J'ai tellement d'exemples qu'il m'en manque en fait, qu'aucun ne me vient à l'esprit, mais je pense que selon les besoins de chaque personne, vous êtes susceptible de pouvoir trouver justement chaussures à votre pied. Et si justement vous êtes fan de chaussures, il y a beaucoup de types de chaussures. Alors c'est une très bonne réponse, une très belle transition, parce que je veux savoir justement que tu es fan, tu es passionné par les chaussures. Effectivement, j'ai beaucoup plus de paires de chaussures que de pieds, des pieds deux, comme la plupart des gens. Mais voilà, effectivement, j'ai cette passion pour les sneakers, donc sneaker freaker, sneakerhead. Depuis tout petit, remettons-nous dans le contexte, années 90, France, culture américaine, Prince de Bel-Air, NBA, Michael Jordan, un dieu. Donc je pense que j'ai dû tomber dans tous les pièges de l'américanisme des années 90, c'est ce qui a fait de moi justement... On est tous tombés là-dedans, je crois. Enfin, parce que bonne partie. Difficile d'y échapper parce que c'était vraiment projeté sur nos écrans, qu'on le veuille ou non, et ça fait partie de moi, et c'est vrai que j'ai cette passion effectivement débordante pour les chaussures de sport. Ceci dit, c'est original. J'ai pour l'instant rencontré, je crois que tu es la deuxième personne que j'ai rencontrée qui était passionnée par les chaussures dans ma vie. Écoute, voilà. tu n'es pas le premier. Tu m'en diras sur l'autre. Tu n'es pas le premier. Voilà, je t'en dirai un peu plus. Bon, comme ça, on en connaît un peu plus sur toi. Ouais. On sait d'où tu viens, on sait l'âge que tu as, on sait entre guillemets comment tu te sens ici. Et ce qui t'attire particulièrement, c'est les chaussures. Oui, et un certain art de vivre. Oui, effectivement. En même temps, c'est vrai qu'il y a le côté matérialiste au niveau des chaussures. Je le reconnais, je ne le cache pas. Mais d'un autre côté, je pense que c'est la complexité des personnes. D'un autre côté, je peux aller avec des Jordan toutes neuves, passer une semaine dans le bois sans voir personne. Donc, il y a cette certaine, comment dirais-je, le mot ne me vient pas, mais oui, bon, j'avais dit complexité, mais bon, la diversité dans une même personne. Nous sommes noirs et blancs, et en fait notre vie se fait sur du gris. Voilà, je vous avais dit qu'on aurait une discussion presque métaphysique, presque philosophique avec Romain. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin, mais bon, ma foi, c'est les joies du direct. Bon, en tous les cas, c'est, comme je le dis, un petit peu atypique. Voilà. Alors, on va donc passer à la deuxième question. Oui, bien sûr. Ça te convient? Oui, tout à fait. Alors, tu es ici depuis 20 ans, tu l'as dit. Alors, quelles sont les raisons ou le parcours qui t'a mené jusqu'ici? Pourquoi tu es là? Et pourquoi pas dans un autre pays d'ailleurs? Alors, tout simplement, il y a 20 ans, j'étais en couple avec une fille qui a eu l'occasion de pouvoir venir étudier ici en Erasmus. Nous étions déjà ensemble, nous vivions ensemble. Il m'a paru logique effectivement de faire partie du voyage, non de faire partie de l'aventure, vu que c'était quand même pour une durée d'1 an. Donc oui, la question ne s'est pas posée en fait. D'autant plus venant de Brest. Bon, Barcelone était quand même assez tentant, assez alléchant. À peine 20 ans, le monde s'ouvrait à nous. Donc oui, effectivement, j'y suis allé sans même réfléchir. C'était un oui tout de suite. Donc tu nous dis que, pour résumer un peu plus, 20 ans, toutes ces dents, une grande envie de croquer le monde, tu l'as dit auparavant. Oui, Tous les champs de possibilités qui sont ouverts. Mais par contre, c'était pas spécialement un objectif, une fin en soi, que tu avais en interne de venir à Barcelone. Ça a été un concours de circonstances qui t'a mené jusqu'ici. Exactement. Et après, pour différentes raisons, notamment que tu t'y es senti bien, tu as voulu y rester. Exactement. D'accord, mais au départ, c'était pas quelque chose qui était prédéterminé dans ton parcours. Non, ce n'était pas une décision vraiment réfléchie. Enfin, ce n'était pas ma décision. Pas la tienne. Par contre, ma décision a été effectivement de saisir l'opportunité de faire partie justement du voyage. C'est vrai que tu as fait. Tu as saisi l'opportunité. Exactement. C'est vrai que les opportunités, je pense qu'elles sont toujours présentes. Maintenant, c'est à nous de voir, c'est à nous de savoir les voir. Je laisse ça flotter, mais c'est à nous de savoir voir effectivement les opportunités qui sont autour de nous constamment. Elle flottait, il l'a saisie. Exactement. Question numéro 3. Peux-tu nous dire comment s'est passée ton arrivée ici? C'est-à-dire, quand tu es arrivé, quels ont été les problèmes, les soucis auxquels tu as été confronté? À l'inverse, est-ce que tout s'est passé de façon relativement fluide?
que ce soit au niveau professionnel, social, linguistique, parce que pour moi, dans mon cas, effectivement, ça a été relativement compliqué au départ d'arriver ici sans parler ni le catalan, puisqu'on est en Catalogne, une région, une des provinces, une des régions de l'Espagne, ni le catalan, ni le castillan, qui est par définition l'espagnol. Est-ce que tout ça, ça a été source de difficultés, de contraintes, ou est-ce que ça s'est passé de façon relativement fluide? Enfin, comment ça s'est passé en ton cas? Alors, dans mon cas, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, ça a été suave. Petit à petit, j'ai pas vraiment ressenti de difficultés. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la langue, j'avais étudié l'espagnol à l'école. Donc tu savais déjà parler un peu l'espagnol? Beaucoup, je sais pas. Non, je pensais savoir parler espagnol. Tu pensais? Et non, du tout. Donc tu as un espagnol scolaire? J'avais un espagnol scolaire, effectivement. Ça n'allait pas forcément plus loin, avec un accent français qui sentait fort le brie et le camembert. Ça, soyons. Ouais. Parce que là, c'est vrai que clairs. Dès que nous, Français, on parle espagnol ici, on est démasqués tout de suite. Ah, nous sommes reconnus. Hein. Là, c'est une manière de reconnaître les Français, c'est d'essayer de leur faire prononcer la lettre R. Tu le sais tout de suite. Ah oui, le R, parce que les Français n'arrivent pas à le faire. Généralement, c'est du R. C'est compliqué là. Non, mais au niveau de l'installation, au niveau de l'arrivée, c'est vrai que avec ma partenaire de l'époque, nous avions quand même pris un petit peu les devants en faisant déjà des recherches depuis la France. Donc nous étions des recherches sur quoi? Géographique, sur le travail, sur quoi? Au niveau du logement. Du logement. Histoire de ne pas arriver, en fait, sortir de l'avion, arriver à l'aéroport, voilà, c'est dimanche, maintenant nous faisons quoi? Non, c'est-à-dire vous aviez un logement de réservé? Nous avions un logement de réservé. Ça, c'était beaucoup plus facile il y a 20 ans qu'actuellement. C'est un autre débat. Quand il est plus facile, c'est-à-dire plus de disponibilité. Il y avait effectivement moins de tourisme. Et je pense qu'il y avait également, tout simplement au niveau des tarifs même. C'était moins cher. C'était moins cher. Je pense que ce même appartement qui à l'époque, ça vous paraîtra peut-être énorme, c'est un tout petit appartement d'une trentaine de mètres carrés aux alentours de 600 € sur la Rambla de Barcelona. Je pense que c'est l'une des artères principales. Une des plus connues. Effectivement, une des plus connues, c'est celle qui mène à la statue de Colomb tout en bas. Ce même appartement serait actuellement aux alentours de 1000-1200 et il y a toujours 30 mètres carrés. Dans tous les cas, revenons effectivement à la question qui nous intéressait ici au niveau de l'installation. Oui, les difficultés ou les facilités que vous avez eues en arrivant ici, ce qui a pu vous poser problème. Moi personnellement, la langue au début effectivement de par la limitation de mon vocabulaire. Maintenant les facilités, il y a énormément d'organismes ici qui aident non seulement les jeunes mais également les étudiants. Donc je dirais qu'il y a eu plus de facilité que de difficultés. Quand tu dis les organismes, c'est-à-dire les organismes qui s'adressent à tout le monde ou aux francophones ou aux étrangers en général Tout. Il y a des organismes vraiment pour les francophones. Il y a d'autres organismes pour les Européens. Alors là, actuellement, j'aurais peur de dire des bêtises parce que je parle effectivement d'organismes que j'ai connus il y a une vingtaine d'années. Tu peux les citer je ne saurais les positionner, malheureusement. Il y en a un ou deux en mémoire. Malheureusement. Bon, alors du coup, renseignez-vous sur Internet, voilà. Voilà, chose qu'il y a 20 ans, il y avait effectivement Internet à mon arrivée ici, mais pas, effectivement, ce n'est pas l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Donc, en tapant ces simples mots-clés sur Internet, vous trouverez vous-même les pages les plus intéressantes pour votre développement et votre arrivée ici. Forcément. J'assure, je ne fais pas de pub pour Barcelone, je n'y gagne rien, mais il y a beaucoup de facilité justement. Alors, je confirme qu'effectivement aujourd'hui tout est accessible via Internet et si vous me regardez effectivement, je prononce souvent effectivement. Effectivement. Soyons complaisants, disons effectivement. Alors voilà. Donc je confirme que nous trouvons sur Internet la majorité des informations qui sont disponibles et qui peuvent nous aider. Et si je dois synthétiser un petit peu ce que tu viens de dire, ce sont des choses que je confirme moi-même, c'est qu'il vaut mieux venir ici en ayant déjà un certain bagage au niveau linguistique pour se faire comprendre, pour réussir à effectuer certaines démarches, notamment à trouver un logement pour les gens qui, eux, arriveraient sans logement, car c'est un gage de sécurité et de stabilité pour les bailleurs qui ne sont pas forcément toujours disposés, aptes à louer à des étrangers.
notamment des francophones, contrairement à ce qu'on peut croire. Notamment à des jeunes. Notamment à des jeunes, comme ici c'est des jeunes. Donc venir avec quand même de bagages linguistiques, venir en ayant si possible déjà, peut-être pas réservé, parce qu'on peut se faire entourlouper via internet, mais en tout cas avoir une liste de logements dans lesquels on serait susceptible de trouver un endroit où se loger, et ne pas venir simplement avec le sac à dos en se disant bah tiens j'ai le routard, le guide de routard, et puis je vais faire je vais aller dans les différentes adresses au fur et à mesure. Et non, il faut faire un minimum d'anticipation. Il faut faire quand même un minimum de travail en amont. D'autant plus nous avons mentionné le Internet. Bon, maintenant je pense qu'il n'y a plus d'excuses, Internet est vraiment partout. Faire des recherches en amont, ne serait-ce que pour du logement, parce qu'une fois ici, ce n'est pas l'idée de se retrouver effectivement un petit peu sans excusez-moi l'expression, le cul à l'air, et devoir aller dans la pension la plus médiocre de la ville, faute d'avoir justement regardé un petit peu des endroits plus plaisants et sûrement mieux famés pour ces premières nuits. La première impression est importante, alors faites le nécessaire aussi, faites le nécessaire de votre côté pour mettre les outils justement, pour avoir tous les outils et que cette première impression vienne aussi de vous. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on a beau être en 2022, c'est vrai que les esprits sont beaucoup plus ouverts qu'auparavant, et c'est vrai que quelqu'un qui arrive qui est malodorant, je pousse à l'extrême, qui est malodorant, qui est habillé comme un sac de patates, qui est peut-être coiffé avec les cheveux en pétard. C'est comme dans le monde professionnel, c'est vrai qu'il vaut mieux faire une bonne impression, surtout si on est face, en tant qu'étranger, on est face à un bailleur qui n'est pas forcément au départ désireux de nous louer son appartement, son bien. Donc le fait d'avoir le financement pour pouvoir payer la location, la caution, ça fait pas tout. Non, c'est une chose, mais bon, il y a le côté aussi relationnel et effectif. Je pense que pour n'importe quel nouveau venant, le simple fait de dominer une langue lui permettra également de ne pas se faire entourlouper. Voilà, on en revient donc au premier point qui est qu'il vaut mieux venir avec, je le répète, un certain bagage linguistique, avoir une certaine maîtrise de l'espagnol, même si elle est scolaire, en tout cas comprendre ce qu'on vous dit, pouvoir répondre et ne pas arriver les mains dans les poches avec 2-3 mots en disant bah c'est bon, l'espagnol c'est quelque chose qui est universel, je comprendrai de toute façon, et puis au final on se retrouve comme des cons parce qu'on n'arrive pas à répondre. Exactement. Et être conscient qu'une fois que vous êtes en Catalogne, il y a 2 langues officielles. Et ça c'est une chose, moi en tant que Français, je m'en rends compte, j'avoue ne pas m'être renseigné suffisamment avant de venir, vous voyez, tomber dans mon d'ailleurs, piège. Depuis la France ou depuis les autres pays, personne ne nous indique qu'ici à Barcelone, les gens parlent catalan. Et les gens parlent catalan. Mais je me permets de rajouter que ici à Barcelone, puisque nous sommes en Catalogne, que les gens parlent catalan, mais si on va dans d'autres régions, comme la Galice par exemple, comme le Pays Basque, les gens du coup parlent leur dialecte à eux, de leur région à eux. Il y a 2 langues officielles dans certaines régions espagnoles. Voilà. Et ici, il faut le tenir en compte. Et c'est une info qui n'est pas donnée aux gens avant de voyager. C'est vrai que parler l'espagnol courant, qui malgré tout reste quand même un peu différent de l'espagnol sud-américain, aussi, c'est bien, mais ça ne fait pas tout si on veut vraiment faire une intégration qui soit, je dirais pas parfaite, mais un peu plus poussée. Le mot est lancé, intégration. Le catalan, je pense que par respect, justement, pour la zone vers laquelle vous avez décidé de bouger, et par respect pour ses habitants et sa culture, il ne faut pas apprendre le catalan, mais il faut quand même avoir une certaine compréhension. On ne demandera pas à un étranger de parler le catalan, mais d'en avoir la compréhension, parce que toutes les indications, les boutiques, tout est effectivement en catalan ici, donc déjà c'est pour votre... En tout cas, il y a 2 langues, très souvent. Il y a les 2 langues, souvent. Et en sachant qu'à Barcelone même, effectivement, la langue majoritaire, pour moi, à mon sens, c'est le castillan, donc l'espagnol. Mais dès que vous sortez de Barcelone, les gens ont plus tendance à parler catalan, même s'ils maîtrisent et parlent parfaitement les 2 langues, spontanément, ils auront plus tendance à embrayer ce catalan que le castillan. Et dès qu'ils reconnaîtront que vous êtes étranger, automatiquement, ils rebasculeront sur l'espagnol. C'est bien vrai. C'est un automatisme qu'ils ont. Donc là, dans ce cas-là, il serait agréablement surpris que nous puissions répondre en catalan. Ou en galicien, ou en dialecte, je ne sais plus. En gallego, en galicien, gallego. Alors, ou en basque, ou que sais-je. En andalou. En andalou, voilà. Merci. Alors, premier point, et on va terminer avec cette question. Premier point, effectivement, venir avec
une certaine maîtrise de la langue. Deuxième point, ne pas venir géographiquement à l'improviste avec le sac à dos sans savoir où coucher, en tout cas où s'adresser pour dormir. Si c'est un logement fixe, autant mieux. Et troisième point que j'aimerais rajouter, c'est venir avec un autre bagage supplémentaire qui est soit avoir un minimum de capital, une somme, ce qu'on appelle un oreiller, d'accord, un coussin financier pour pouvoir subvenir à ses besoins les plus élémentaires, au moins les premières semaines, si ce n'est que les premiers mois, ou à contrario venir avec peut-être déjà une possibilité de travail, c'est-à-dire une promesse d'embauche ou des contacts professionnels pour justement savoir vers où se diriger. Parce que si on est, même si vous avez un logement déjà qui est prévu, mais que vous n'avez absolument aucun contact professionnel, ni aucune vue perspective professionnelle, ni d'argent de côté, l'aventure va tourner très court. Très court. Je crois que on peut le dire. Hein. Oui, trois sorties en discothèque, quatre nouvelles paires de chaussures et de retour à la maison. Non, effectivement, très très important aussi de savoir qu'il y a énormément de francophones ici à Barcelone, ce qui génère qu'il y a énormément d'embauches de francophones aussi. Ça, c'est un point à tenir en compte. Il y a beaucoup d'entreprises internationales qui justement embauchent déjà depuis l'étranger. Donc il faut rester connecté effectivement sur les canaux de job, sur les canaux d'habitation, préparer un minimum son voyage de la même manière que quand on va au camping, même si ça reste un camping, on s'assure de ne rien oublier. On fait une réservation, on fait toutes les affaires dans son coffre de voiture. Il y a un minimum. Je pense qu'on prépare le voyage à la hauteur de l'ambition qu'on a, des attentes qu'on a également. Donc, ce que tu dis est intéressant parce que justement tu évoques le fait qu'il y ait ici une grosse communauté d'entreprises qui font créer des francophones et ça ce sera l'objet, le sujet d'une prochaine vidéo consacrée spécifiquement aux entreprises qui embauchent qui recherchent en tout cas des francophones. Et comme toi d'ailleurs tu as déjà une certaine expérience au sein de ces entreprises là, si tu es d'accord, on refera une vidéo ensemble. Ah bah avec grand plaisir. Super. Ouais, je la pince. Je prends note. Témoin. Ça marche. On passe à la suivante. Alors on a fait une petite pause, Romain en a profité pour se rouler sa petite cigarette, puisqu'il fume des roulés. Oui. Romain est fumeur. Moi non, j'ai ce défaut là, ou cette qualité là, j'en sais rien. Ce défaut. Raison que je n'ai pas évoquée, mais aussi qui a fait que j'étais notamment très découvert de faire une interview avec toi Romain, c'est que au-delà du fait d'avoir ce double aspect culturel, identitaire, français et espagnol aujourd'hui, du fait de ton ancienneté ici, c'est que tu as aussi une double identité au niveau des villes. C'est-à-dire que tu as vécu plusieurs années ici à Barcelone, mais que tu connais aussi très bien Valence, où tu vis actuellement. Où je vis actuellement. Et ça, on en parlera plus tard. D'accord. J'ai vécu à Madrid également. Et à Madrid. Alors, si on récapitule, Barcelone, Valence, Madrid sont les trois principales destinations qui intéressent les Français. On trouve le plus de Français. Tout à fait. L'Andalousie aussi, mais au niveau notamment professionnel, c'est surtout les trois destinations privilégiées. Les trois métropoles qu'il y a ici en Espagne. Et que tu connais relativement bien. Je continue à les découvrir, ce sont des grandes villes. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour connaître une ville, donc imagine trois. Mais oui, je découvre avec grand plaisir. Donc ce sera le sujet d'encore une autre vidéo. Donc, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur les entreprises qui embauchent à Valence, à Barcelone, à et Madrid. éventuellement à Madrid. Voilà. Donc une vidéo sur les entreprises qui embauchent les Français et plus particulièrement dans ces trois villes. Ou en tout cas, le mode de vie dans ces trois villes, s'il y a des différences, s'il y a des choses qui sont comparables ou non. Quatrième question. On réactive à chaque fois les questions. Est-ce que tu peux me dire maintenant effectivement que tu nous as donné les raisons pour lesquelles tu es venu ici et comment s'est passé ton arrivée ici, avec le recul que tu as au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire brièvement, sans finalement te développer, mais nous dire comme ça un petit peu à brûle pour point, quelles sont les choses que tu apprécies particulièrement ici, en Espagne, en tout cas dans la culture, dans le mode de vie espagnol, et des choses au contraire qui t'horripilent un peu ou que tu n'aimes pas trop. D'accord. Bon, commençons par le positif, toujours.
La vie en soi, j'aime bien, comment dire, c'est pas vraiment facile. Par exemple, bon déjà, le Barça, même si j'habite plus à Barcelone, tu es fan de foot. Même si j'habite plus à Barcelone, le Barça restera toujours, oui, fan de foot effectivement, mais surtout, voilà, surtout de ce club. Alors il faut être fan. Moi je suis pas du tout connaisseur en foot, mais c'est vrai qu'ici on est dans le monde de l'Espagne, des gens en général. Ce sont des passionnés de foot. Ça fait partie de la culture espagnole, ça fait partie de la culture. Pense, même si, ça fait partie de l'identité, je crois. Même si, effectivement, avec les années qui passent, l'évolution, il y a peut-être moins de personnes qui sont intéressées parce qu'il y a plus de centres d'intérêt, il y a plus de diversité maintenant. Internet nous offre une vitrine infinie sans être justement collé à notre écran ou dans le stade. Donc, après chacun ses loisirs, ses passions, mais oui, ça reste quand même un pays très footeux. Mais pour les passionnés de foot, c'est ton cas, le Barça c'est l'idéal. Oui, à l'instar de la majorité des Français qui sont du Real Madrid, je suis du Barça. D'accord, donc tu affectionnes particulièrement le fait d'être ici, dans un lieu où on vit pour le foot, et plus particulièrement pour le Barça, du coup. Tout à fait, oui, ça se ressent. Alors, ça se ressent effectivement dans l'ambiance. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une très bonne époque il y a quelques années où le Barça gagnait tout, surtout. Il y avait une euphorie permanente dans la ville. C'était beau à vivre. C'était beau à vivre. Je suis content d'avoir été présent pendant ces années-là. Bon, maintenant c'est un petit peu plus mou, mais bon, la ville reste belle quand même. Non, mais, la ville en soi, comme je dis, il y a une ambiance très très spéciale. Donc là, tu parles de Barcelone. De Barcelone, hein, même si particulièrement. Même si j'habite maintenant à Valence, ça a été quand même 20 ans à Barcelone, donc je fais partie d'elle, elle fait partie de moi. Ça c'est, je me saurais mieux. Tu te sens attaché à cette ville. Je me sens attaché à cette ville complètement. C'est, je pense que parce que tu t'y sens bien. J'ai envie de dire que ça reste quand même mon point de chute. C'est mon point de chute. Je pense. Là, je n'aurais pas l'idée de retourner en France. Je suis complètement établi ici. En Espagne, je dis, mais bon, c'est comme je dis, à Barcelone, ça reste quand même mon point de chute. Même si ma vie à Valence est tout à fait heureuse et épanouie, il y a quelque chose de spécial dans cette ville. Je ne sais pas, Jackie, ce que tu en penses. Eh ben écoute, moi je connais beaucoup moins Barcelone, puisque moi, depuis que je suis ici en Espagne, je travaille et je déambule beaucoup moins à Barcelone que des gens comme toi qui sont installés à l'année, enfin qui étaient installés à l'année. Moi je suis plus à la périphérie. Mais c'est vrai qu'effectivement, chaque fois qu'on pénètre dans Barcelone, c'est une atmosphère qui est particulière. C'est là, en fait, pour dire les choses comme elles sont, j'aime pas trop les villes, notamment les grandes villes, mais c'est la seule ville, parmi toutes les villes que j'ai visitées jusqu'à présent, même à l'étranger, hein, c'est la seule ville où vraiment je me sens super bien. Voilà. C'est pas explicable, il y a une atmosphère particulière. Disons qu'il faut le vivre. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation, comme tu dis, où en fait, au milieu des gens, mais les gens sont tellement à l'aise, tellement décontractés, qu'en fait, tu te sens dans la foule, mais tu peux en même temps garder ton intimité, ton isolement. Oui, tu es dans ton monde, tout en étant entouré de centaines de personnes selon l'endroit où tu te trouves, mais tu restes quand même, tu peux vivre ta propre vie, ton identité. Nous savons qu'ici, à Barcelone, l'Espagne en général, les gens sont assez permissifs. Justement, au niveau des lois, c'est un pays qui est relativement précurseur quant à certaines lois concernant la liberté sexuelle, l'avortement, autres, j'en passe. Et oui, on ressent quand même que les gens ont le droit d'être eux-mêmes ici, tout simplement. C'est ça, il y a une liberté à s'exprimer, à s'auto-assumer qu'on n'a pas forcément dans d'autres capitales européennes. Bon, je pense notamment à la France, effectivement, qui a un peu plus de blindage. Et ici, on sent cette capacité à respirer. Je pense que les gens ont mis la peur de côté, la peur d'être eux-mêmes. On ne ressent pas l'agressivité ou de peur, effectivement, de déambuler. Oui, tout à fait. Le regard des autres, peut-être, n'affecte pas autant. Il y a tellement de monde, tellement de styles, tellement de diversité, que finalement, que chacun soit soi. Enfin, je veux dire quoi. Je ressens comme toi. Hein. Ouais. C'est tout simplement ça. Donc, tu nous as dit le Barça, que tu affectionnes particulièrement. Cette capacité à se sentir à l'aise, naturelle, même dans une grande ville comme Barcelone. Maintenant, les choses que tu aimes moins, je vois pas du tout.
On ne va pas non plus faire un étalage, Non, juste non, deux ou tout trois. à fait, non, j'ai pas forcément. Ne me dis pas non plus que tu aimes absolument tout. Non, mais le fait de m'être habitué aussi à la culture d'ici, je peux te dire des choses qui peut-être me déranger au début venant d'un autre pays, que les gens parlent fort dans la rue, les gens parlent fort sur les terrasses. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, des gens qui parlent très fort. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Non, ça ne me dérange plus parce que ça fait partie de mon quotidien et moi maintenant, tout simplement indiquer que plutôt que de rester dans une ambiance, un endroit qui ne me plaît pas, je préfère me déplacer et chercher quelque chose qui me plaît plus. Je suis plutôt dans cet état d'esprit d'essayer d'éliminer, de ne pas avoir de choses qui ne me plaisent pas. Si ces choses ne me plaisent pas, elles vont continuer à vivre, même si elles ne me plaisent pas à moi. Je n'ai pas à les côtoyer, tout simplement. Donc une solution pour déplacer le problème ou déplacer ton problème. Oui, effectivement, oui, voilà, pour que ça ne pose pas de problème. Je sais pas, oui, j'arrive pas à trouver sur le moment vraiment des choses que je déteste. Je ne déteste rien. Peut-être certains aliments, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être en Espagne. Mais ça c'est bon, c'est propre à chacun. Exactement. Mais le fait que les gens parlent fort en général, et je le confirme, je le ressens aussi, c'est quelque chose qui quand même au départ t'a un petit peu marqué. Venant tout simplement dans un restaurant, venant peut-être de la France, où on est habitué peut-être plus, non pas à chuchoter, mais vraiment à ce que plus discret. La conversation reste plus intime. Et là c'est vrai que il y a ce côté un petit peu plus, j'ai envie de dire méditerranéen aussi, il faut le dire. En fait on partage avec même les voisins, même ceux qui sont à table à côté de nous, mais en fait eux, puisqu'ils sont dans leur monde, dans leur conversation, en fait ils nous entendent parler fort, mais ils font pas attention à ce qu'on dit. Et effectivement, et le fait que les gens à la table d'à côté parlent fort, ça t'incite à parler encore plus fort. Et c'est le ton, donc finalement, il y a une sorte de canon qui est engagé, mais c'est très convivial. C'est ça. C'est vrai, c'est familial, c'est convivial. En fait, je vais dire un mot qui va peut-être être pris de façon péjorative, mais on a un mode de vie assez primaire en fait. Oui. On s'encombre pas du superflu. Exactement. Les gens peuvent être superflus, mais du coup on ne s'arrête pas à ce qu'ils ont en eux de superflu. Ils peuvent le garder pour eux-mêmes. Ça me paraît être une bonne... Ouais, après, ce ne sont que les opinions. Moi je suis d'accord avec la tienne. Ils ne sont pas obligés d'être partagés non plus. Très bien. Alors du coup, tu nous as déjà un petit peu aiguillé, donné la réponse, mais quel est ton ressenti sur le mode de vie espagnol, sur le patrimoine espagnol, la culture espagnole, le ressenti depuis que tu es là? Tu es globalement à l'aise, globalement tu nous as dit que tu n'envisageais pas spécifiquement de retourner en France. Est-ce que tu pourrais le caractériser, le définir en quelques mots? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Je m'identifie relativement, je m'identifie à la culture espagnole. Justement de par ce côté un peu, comme on dit, olé olé, ce côté convivial. Je pense que je suis devenu moi-même un petit peu espagnol tout au long de ces années. Il faut savoir que... Tu es espagnol aussi, du coup? Je ne sais pas. Une partie de toi en tout cas. Je vais être sincère, quand il y a la Coupe du Monde, je vais avec la France et je vais avec l'Espagne. Donc je pense que oui, je me sens espagnol quelque part. Oui, voilà, je mets en termes de footeux pour que ce soit plus pratique pour certaines personnes, parce que c'est un sentiment. Maintenant, je sais pas, on l'avait pas mentionné, mais cette année, je compte faire la demande de double nationalité. J'en suis à ce point-là où j'estime que je ne renoncerai jamais à mon identité française, parce que c'est ce qui m'a fait venir ici, d'être français et de vouloir voir autre chose. Mais maintenant, 20 ans après, je ne retournerai pas en France parce que je suis bien ici. Et donc je pense qu'il est l'heure effectivement de mettre au niveau identitaire, comme nous disions, cette double culture officiellement sur le papier. Donc tu en es arrivé à un point où tu te sens suffisamment partie intégrante, prenante de l'Espagne, où tu te projettes suffisamment pour te dire aujourd'hui je revendique et j'assume ce droit à revendiquer le fait
d'être officiellement, de me sentir officiellement espagnol au même titre que je me sens français. Ah oui, je revendique ce droit et j'en suis fier. Parce que ça a été un choix de vie de rester ici. Le choix c'était de venir pour 6 mois, 1 an. Maintenant, l'autre décision était de rester et de faire ma vie ici. Donc, oui, je revendique ce droit et j'aurais vraiment hâte le jour où cette double culture pourra être justement floquée officiellement sur le papier où mon nom sera indiqué, donc ce sera toujours romain, mais là avec cette double nationalité. C'est intéressant ce que tu dis, puis c'est quelque chose en fait que seules les personnes qui l'ont expérimenté ou qui l'expérimentent, qui peut-être sont en démarche, peuvent le ressentir, c'est-à-dire que moi-même, je parle dans mon cas à moi, lorsque je suis venu ici pour obtenir ce qu'on appelle le NIE, ça a été relativement compliqué. Et j'envisageais pas spécialement de faire ma vie en Espagne, et effectivement, je suis loin d'avoir fait 20 ans comme en Espagne, d'autant plus que ces derniers temps, je suis très souvent en France, beaucoup plus en France qu'ici actuellement, pour des raisons personnelles, peut-être provisoires, on ne sait pas encore. Et c'est vrai que le jour où j'ai enfin eu ce NIE, j'ai eu une certaine fierté, je me suis senti heureux, fier, parce que ça n'a pas été facile d'obtenir ce papier-là, qui me donnait le droit effectivement d'avoir une vraie identité, une vraie existence administrative, civile ici en Espagne. Ça n'a pas été juste un claquement de doigts, et je me dis que peut-être un jour effectivement je demanderai aussi si les critères sont nés la double nationalité comme toi, parce que je me sens aussi relativement attaché à ce pays-là. Au-delà de la France. Voilà. Et c'est vrai que j'en suis pas au point de ressentir ce que tu ressens, mais je commence à le ressentir et je l'ai déjà ressenti donc par rapport à NIE. Et je crois que les personnes qui ont demandé la double nationalité, eux peuvent te comprendre. Que ce soit ici ou aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays qui attirent les francophones notamment. C'est bien. Moi, il est vrai que dans mon cas, la demande de double nationalité, c'est vraiment par plaisir, c'est vraiment par conviction. C'est pas une contrainte, on est d'accord. Je n'en ai aucun besoin. Je n'en ai vraiment aucun besoin. Je pense que c'est ce qui correspond le plus à ce que je suis devenu maintenant. En fait, ce que tu dis est très révélateur, c'est qu'en fait, l'identité administrative qu'on peut octroyer via un ou plusieurs documents fait que tu te sens en correspondance avec la manière dont tu te sens, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. En fait, sur un bout de papier, tu inscris ton ressenti mental. Je crois que c'est cohérent en fait. C'est cohérent. C'est cohérent que maintenant mes papiers indiquent justement cette double culture. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si la façon dont on s'exprime vous parle. En tout cas, c'est la façon qui est la nôtre de le dire. Et nous nous comprenons. Alors, au moins, on est deux à se comprendre. Déjà. Même si vous êtes des milliers, des centaines de milliers à nous regarder et qu'on ne comprenait pas, on est au moins deux idiots ou deux érudits à nous comprendre. Je te propose qu'on fasse une dernière question. On fera une deuxième vidéo consacrée aux autres questions parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. On va faire une dernière question concernant cette vidéo consacrée à l'interview de Romain aujourd'hui. On qualifiera de interview partie 1 et je mettrai en ligne une deuxième vidéo qu'on fera donc ensemble puisque tu es le protagoniste de la vidéo qui sera consacrée aux autres questions. La dernière question qui du coup va aussi intéresser pas mal de gens je pense, c'est au niveau professionnel. Alors, quel est ton parcours et comment tu t'y es pris ici? Parce que bien entendu, depuis 20 ans que tu es là, il a fallu que tu gagnes ta vie, il a fallu que tu manges, bien évidemment. Il a fallu que tu payes tes factures. Donc j'imagine que tu n'as pas été jouer de la guitare dans le métro. Même si peut-être que tu l'as fait, je ne sais pas. C'est tout à fait honorable. Non, mais chapeau les artistes. Chapeau les artistes. Mais si c'est le cas justement, comment tu t'y es pris, je ne sais pas. Non, je suis passé par un canal d'emploi bien plus formel. Il faut savoir que en quittant la France, j'ai également quitté mon emploi. Je travaillais en tant que vendeur. J'étais vendeur dans une boutique de vêtements. Donc je venais déjà fort de ces 4-5 ans d'expérience. J'ai commencé à travailler vers 17 ans, tout en étudiant en fait. J'alternais le week-end les petits extras pour pouvoir payer la discothèque vers 18 ans. C'est là que tu as eu tes
peu, non? Effectivement, à 17 ans, à 17 ans que j'ai perdu. Et le fait est que bon, j'avais déjà cette expérience en tant que vendeur et c'est une de mes passions. C'était vraiment les vêtements et les chaussures comme nous l'avions mentionné avant. J'ai eu l'occasion de commencer à bosser très jeune et je suis parti en fait en arrivant ici à Barcelone. Ça a été ma première option d'essayer de commencer à travailler dans une boutique de vêtements en tant que vendeur et très rapidement, je dirais que peut-être au bout d'un mois sur place, une entreprise m'a donné cette opportunité. Alors quand tu dis entreprise, une boutique, alors une chaîne de boutiques qui s'appelle, je dis fermer son nom, c'est Umana. Tu peux le répéter? Umana. Ce sont des vêtements, pas. en fait, des vêtements de seconde main. Donc c'est une ONG dont les bénéfices partent principalement sur certains pays d'Afrique dont ils sont les partenaires. Donc j'étais non seulement fier de travailler là-bas au niveau de l'état d'esprit, effectivement de la finalité du travail, et j'étais très heureux qu'une boîte m'ait donné une opportunité malgré le fait que l'espagnol à ce moment-là ne soit pas très très brillant. Alors j'ai eu cette chance-là. Je ne sais pas si la chance nous l'attirons ou si on se rencontre, mais quelqu'un m'a donné l'opportunité et j'ai su la saisir et j'ai vraiment appris à parler espagnol à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Je savais d'abord le nom des vêtements avant de savoir d'autres choses bien plus utiles dans la vie, mais bon, il faut bien commencer par quelque part. Donc l'aventure a continué effectivement un petit peu de boutique en boutique suite à cette expérience déjà fort d'un niveau linguistique un peu plus élaboré. C'est surtout là qu'effectivement tu as pris ton background linguistique. Effectivement, là j'ai oui, tout à fait. Vraiment, c'était un passage obligatoire quelque part. Oui, je pense que beaucoup d'autres personnes opteraient pour aller dans un centre de langue, effectivement. Comme je dis, je suis passé par ce mode alternatif, ce qui m'a ouvert énormément de portes, tout simplement le fait de pouvoir s'exprimer. Tu as senti qu'il y avait un déblocage qui s'est effectivement là parce que tu parlais mieux? Oui, tout à fait. À mon niveau, je me suis senti beaucoup plus confiant déjà. Et le fait de pouvoir communiquer avec facilité avec les gens et de pouvoir exprimer vraiment ce que tu souhaites dire, non pas rester justement limité aux onomatopées, aux mots, au verbe à l'infinitif, tout simplement. Je me permets juste de dire que dans mon cas personnel, c'est vrai que les 6 premiers mois ça a été horrible parce qu'effectivement j'avais pas voulu mettre l'accent, l'effort sur la langue, enfin les deux langues en l'occurrence, et voilà. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse un effort là-dessus et les choses ont été beaucoup mieux aussi. Donc vraiment on ne peut que le conseiller à tout le monde. Oui, nous le conseillons et de toute façon il s'agit d'un enrichissement personnel. Si vous ne le faites pas pour les autres, juste le faire pour soi-même. On peut essayer de parler espagnol en mettant des O et des A à la fin des mots, ça marche la plupart des fois, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de fausses amies, attention, quand même. Comme on disait, venons préparer quand même avec un minimum de bagages. Donc revenons. Alors à la suite de cette expérience, première expérience dans une boutique, les expériences se sont enchaînées sur diverses boutiques en tant que vendeur et notamment après en tant que gérant. D'accord. Et de 2002 jusqu'à 2012, en fait, diverses expériences dans diverses boutiques. Et en 2012, j'ai décidé de prendre ma pré-retraite au niveau magasin de vêtements. J'avais envie d'explorer un petit peu d'autres mondes, d'autres univers professionnels. Et j'en suis venu à commencer à travailler un petit peu dans le monde des centres d'appel, des call centers, en 2012. Là, nous sommes 10 ans passés depuis lors, effectivement. C'est ce que j'ai fait ces 10 dernières années, donc sur différents projets, différents niveaux. C'est un monde qui me plaît parce qu'effectivement, ça reste en relation pure et dure avec l'être humain. Donc on peut dire que tu as travaillé les 10 premières années en relation directe dans le commerce avec la relation clientèle. Tout à fait. En physique, du coup notamment. Et ces 10 dernières années, tu les as plutôt passées dans les call centers en relation clientèle, toujours, mais en distanciel. Oui. Avec des entreprises, des clients français notamment ou clients américains, clients français,
Il y a eu effectivement divers projets, 10 ans, ça fait beaucoup d'heures de travail, donc il y a eu pas mal d'expériences, des très bonnes, des moins bonnes. Je crois que j'ai appris plus des moins bonnes parce que je voulais éviter justement de les revivre. Donc je crois que nous apprenons plus des erreurs, de nos erreurs et des erreurs des autres, justement parce que par élimination on finit par trouver le bonheur. Enfin, je parle de... c'est mon principe. Non, mais c'est ta vision à toi des choses, ça partage aussi d'ailleurs. Et est-ce que tu dirais qu'en fait, toutes ces années consacrées à travailler ici, dans différentes entreprises, du coup, est-ce que tu as eu des contacts qui se sont noués facilement, tu as eu des chances, des portes qui se sont ouvertes facilement aussi, ou au contraire, est-ce que tu as senti qu'à chaque fois tu devais lutter, tu devais t'acharner, tu devais être pugnace pour réussir à convaincre les employeurs, les responsables, ou est-ce que ça s'est fait avec fluidité, ou est-ce qu'au contraire ça a été à chaque fois un calvaire? Non, là, je resterai dans un gris, ni l'un ni l'autre. Là, nous parlons effectivement de relationnel avec des êtres humains. Donc, nous sommes surprenants, effectivement, les êtres humains. Donc, je pense que d'un autre côté, moi, en tant que personne aussi, je suis une personne qui cherche le compromis, d'accord. J'essaye d'aller vers les autres dans l'optique justement de chercher des points en commun, non pas des points qui puissent nous séparer. Donc à partir du moment où tu as cette démarche de chercher justement la communication en face, tu es normalement bien reçu. C'est ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu fais émettre, tu veux jaillir chez les autres, ce que toi-même tu projettes. Tout à fait, ce que tu veux provoquer en fait en général. En général. Donc partant de cette base, partant de ma manière d'être, j'ai rarement eu des portes fermées. Oui, des fois il a fallu pousser un petit peu plus fort pour les ouvrir. Normal. Mais elles se sont finalement ouvertes. Oui. Après c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, si vous revenez sur le tout début, je disais que Romain est intéressant notamment parce que justement c'était quelqu'un de consensuel et qui avait gardé sa personnalité. Voilà. Et qui sait être dans le compromis, c'est ce qu'il disait. De ce fait d'être, en tout cas d'avoir été à l'époque beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que tu es beaucoup moins, puisqu'il y a cette double effectivement culture, identité, intégration. Est-ce que d'avoir été à un moment quand même catalogué en tant qu'étranger, est-ce que tu as senti que c'était compliqué, que ça a été un frein, ou est-ce que finalement les choses se sont faites d'elles-mêmes au fur et à mesure? Comment est-ce que tu l'as ressenti? Alors, je ne me suis jamais senti au niveau professionnel, justement, du fait d'avoir travaillé dans le monde de la mode, ça a été plus un avantage pour moi d'être étranger du fait de dominer une langue supplémentaire au niveau de la vente, bien évidemment. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment du Tu avais beaucoup de clients étrangers à ce moment-là? Oui, il faut savoir que j'ai principalement travaillé dans des boutiques ou magasins qui étaient situés en plein centre-ville. Donc tu avais des Français, des Anglais, il y avait des Français, des Anglais, des Espagnols, des Catalans. Il y avait vraiment beaucoup de variété au niveau de la clientèle. Donc là, c'était effectivement un plus d'avoir des langues à ce niveau-là. Et je ne sais pas si c'est par chance ou par, je ne sais pas, le fait d'être après passé dans le monde un petit peu des centres d'appel, des call centers, j'ai pu justement continuer à bénéficier de ces avantages au niveau linguistique, car j'ai souvent travaillé sur des projets soit francophones, soit anglophones, donc qui mettaient en avant ce côté linguistique. Petit aparté, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'au niveau professionnel, ici, vous n'êtes pas forcément obligé de parler l'espagnol pour trouver du travail à l'international, c'est-à-dire en distanciel dans des entreprises qui travaillent avec la clientèle étrangère, peut-être de votre propre pays. Mais par contre, à défaut de maîtriser l'espagnol, il faut au moins, au minimum, que vous ayez de très bonnes bases en anglais. Ah ouais, l'anglais est indispensable ici. Voilà. Vous venir ici en disant je vais travailler pour une entreprise qui cherche des agents peut-être avec le marché français, ce ne sera pas suffisant parce que presque tous les trainings se font en anglais, presque toutes les correspondances internes se font en anglais. Donc si vous venez ici sans maîtriser l'espagnol et qu'en plus vous n'avez
Bon, c'est dire pas de base ou de notion. Et quand j'ai notion, c'est vraiment le minimum. Ouais. Il faut au minimum, je dirais qu'il faut avoir un anglais qui soit quand même relativement fluent, hein, sinon c'est compliqué. Sinon c'est compliqué, ce n'est pas impossible mais c'est compliqué. C'est se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Ouais. De la manœuvre, c'est quand même de passer du bon temps et de venir vivre le présent et construire un futur. Voilà, de venir ici, pas de se sentir bloqué au quotidien, d'être aigri, non, c'est d'être à l'aise. Parce que finalement, oui, tu l'as dit, d'être aigri, et je pense que ça gâche complètement l'image qu'on peut avoir de la ville, peu importe la ville où on décide d'aller, mais l'expérience n'aura pas un final positif en fait, dans ces conditions-là. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que si tu viens ici et que tu n'es pas dans une activité, dans une branche, on va dire très technique, comme par exemple la programmation informatique ou la chimie ou le monde de la finance à un poste très pointu, que tu as une formation beaucoup plus générale, beaucoup moins spécifique, si tu ne maîtrises pas les langues, que ce soit l'espagnol ou l'anglais, ça va être compliqué. Ici, comme dans n'importe quel autre pays. De nos jours, l'anglais, là en 2022, hein, l'anglais est la langue officielle justement de communication. Si tu vas dans un pays qui n'est pas anglophone et que tu parles anglais, tu pourras communiquer. Ça, c'est évident. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, effectivement, ce sera compliqué si tu viens démuni des bases vitales pour pouvoir survivre. J'ai un exemple, c'est-à-dire que si vous venez ici, vous êtes boulanger, pâtissier, qui sont des métiers qui, par exemple, aux États-Unis sont très recherchés, mais qui ici, en fait, sont relativement courants, à moins que vous soyez un pâtissier, par exemple, primé, très reconnu de renom. Si vous êtes, entre guillemets, quelqu'un qui fait partie du monde de cette branche-là, comme le commun des mortels, et que vous ne maîtrisez ni l'espagnol ni l'anglais, ça risque d'être compliqué pour se positionner. Ça va pas être du gâteau. Voilà. Ou d'être, je sais pas, mécanicien, ou d'être agent, je sais pas, de voyage, ou vendeur comme tu l'as été. Voilà. Ce ne sont pas des métiers qui sont facilement intégrables si on n'a pas de bonnes notions des langues. Exactement. Voilà. Exactement. D'où l'importance de venir avec ce minimum de préparation mentale, monétaire, et comme nous disions au niveau des recherches, des recherches en fait de logement, c'est un tout. C'est un tout qui va justement permettre d'évoluer, de ne plus avoir à perdre de temps avec ces choses basiques et détaillées. Je te propose qu'on arrête ici pour cette première partie, d'accord ? Et on fera une deuxième vidéo sur les autres questions. Entre-temps, vous qui êtes là, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, ou des témoignages à apporter tout simplement, vous savez que ça se passe en bas dans les commentaires. Hein. Et le temps, dans quelques jours, qu'on fasse la deuxième vidéo, les autres questions et qu'on reposte, on est joignable. Tout à fait. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Yes. You strong.